l'espace du cœur, c'est l'endroit en moi où je vais faire du vide pour que l'information jaillisse. C'est-à-dire que c'est un endroit où le tout et le rien se rejoignent. C'est pour ça que je vais faire de l'espace et que l'information va jaillir. C'est un endroit où je peux être traversé par la vie. Hein. Et la plupart du temps, on rentre en résistance avec ce que la vie nous envoie. Et le cœur, l'espace du cœur, c'est l'endroit où on peut être traversé. C'est-à-dire l'endroit où on peut accueillir la vie, recueillir l'information de la vie et laisser passer l'énergie de la vie derrière soi, quelque part. Et du coup, faire grandir l'information de la vie dans notre structure. C'est un endroit où on peut recycler les choses aussi de manière énergétique. C'est-à-dire que toute émotion, toute colère, si elle est ramenée au cœur, peut nous ramener de l'énergie vitale, en nous. C'est l'endroit où on peut recycler le donner et le recevoir. Alors les étapes principales, je dirais, c'est que je suis parti vraiment de la structure de l'enfant roi. Tout m'était dû, j'étais très très cartésien. J'étais vraiment dans cette énergie, tout m'était dû, et tout arrivait d'ailleurs, c'est toujours intéressant de voir que ça fonctionne. Et il y a un moment dans ma vie où tout s'est écroulé. Donc j'ai fait une dépression, et je suis parti en Inde à ce moment-là. Et j'ai rencontré le Reiki quelque part, c'est vraiment ma porte d'entrée. Et en faisant ce stage de Reiki, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je ressentais et que je ne pouvais pas expliquer rationnellement. Donc il y avait des choses qui existaient que je ne pouvais pas voir. Et pour moi, ça a été vraiment ma porte d'entrée dans le monde spirituel. Et le Reiki m'accompagne et continue à m'accompagner dans plusieurs étapes liées à ce développement. Donc, en rentrant, ça a été un peu compliqué parce que ça a vraiment tout bousculé en moi. Je suis vraiment rentré en recherche de moi-même. Et à peu près 5-6 ans après cet épisode, j'ai commencé à enseigner le Reiki dans un camp basé sur le partage. Et au moment où j'ai commencé à enseigner le Reiki, notamment durant les initiations, j'ai commencé à avoir des visions développées, des espèces de petits bouts de film. Et j'étais aussi aligné dans le cœur complètement. Avec le recul, je pense que j'ai fait une montée de Kundalini, même si je n'en avais aucune idée à l'époque de ce qui m'arrivait. Mais j'ai passé 10 jours aligné dans le cœur, avec des visions qui se développaient de plus en plus, les yeux fermés, les yeux ouverts. Quand je faisais des soins, je voyais des objets chamaniques, je remontais les vies antérieures. Voilà. Donc il y avait tout ça qui s'ouvrait pour moi, alors qu'avant j'étais vraiment sur... j'avais des petits flashs. Je voyais des animaux, des représentants de figures animales, mais c'était très rapide. Ça, c'est arrivé dès le début où j'ai fait du Reiki, mais ça restait vraiment succinct. Et là, voilà, ça a explosé. Et ensuite, après ces 10 jours, j'étais plus aligné dans le cœur, mais j'ai gardé un peu les capacités extrasensorielles que j'avais, c'est-à-dire voilà, des visions développées qui étaient vraiment de l'ordre de la symbolique. Hormis les vies antérieures, c'était vraiment sur de la symbolique. C'est-à-dire des visions qui ont besoin d'être interprétées. Et c'est toujours le cas dans les visions. Ensuite, l'autre étape, ça a été de faire un stage sur voilà, la géobiologie, les esprits de la nature, et de ressentir ma couche éthérique, ma première couche éthérique. Et cette couche, quand elle est en contact avec des choses positives, elle se dilate, et en contact avec des choses négatives, elle se contracte. Et du coup, j'ai pu quelque part rentrer en connexion avec
le monde invisible de façon plus palpable et tactile. Et quand je dis tactile, c'était vraiment important pour moi parce que c'était l'occasion de... J'avais l'impression de toucher du doigt l'invisible. Et pour l'être rationnel que je continue d'être, c'était très important. Je pense qu'en préalable, comme étape pour moi, j'ai passé un mois chez un guérisseur malgache à La Réunion qui lui travaillait avec les esprits de façon très différente. C'est-à-dire que lui incorporait les esprits. Donc il ne savait pas du tout ce qui se passait. Lui, il était en transe et les esprits l'incorporaient et se servaient de son corps, hein, grosso modo. Donc ça m'a permis de valider que ça existait. Ça a fait bouger mon esprit rationnel là-dessus. Et ça m'a permis de valider aussi que c'est pas du tout ce que je voulais faire. En tout cas, pas de cette façon-là. J'avais besoin pour moi de garder le contrôle sur ce qui se passait. Et c'est toujours le cas maintenant. Ça reste une règle importante pour moi. Et après cette introduction au biochamp, j'ai eu la clairaudience qui s'est développée. Donc la capacité d'entendre dans le monde subtil. C'est-à-dire, je le partagerai en deux parties, être à la fois en contact avec des énergies, des présences invisibles, mais surtout d'être en connexion avec ce que j'appellerais l'espace de mon cœur, qui est un endroit en moi où je vais faire du vide pour que l'info jaillisse. Et là, je suis vraiment en contact de moi à moi. Et c'est cet espace du cœur qui m'a permis de développer ensuite les soins de clairvoyance que je fais, c'est-à-dire de ramener le dessous des cartes pour les personnes qui vont venir avec une problématique. Et moi, l'idée, c'est que je vais aller voir qu'est-ce qui se joue derrière. Qu'est-ce qui, dans l'énergie, se joue derrière ce qui est vécu. À la fois pour ramener du sens et pour ramener aussi de la conscience, en fait. De permettre aux personnes d'avoir une conscience plus large sur ce qu'elles vivent. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression d'être le jeu ou le jouet de la vie. Et puis là, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue pour nous. C'est-à-dire qu'est-ce que la vie veut nous expliquer. Pourquoi cette épreuve que l'on vit, en quoi elle va nous permettre d'avancer et d'évoluer. Et c'est vrai que quand on peut avoir ce sens-là dans ce qu'on vit, on le vit d'une façon tout à fait différente. Effectivement, quand on parle de perception extrasensorielle, on parle de sensibilité, c'est-à-dire d'être capable de ressentir des choses qui sont très fines et donc très subtiles. Hein. C'est les perceptions extrasensorielles, c'est l'équivalent de nos sens, de nos 5 sens, mais dans le subtil. Du coup, c'est quelque part une éducation. On n'est pas de base amené à ressentir ça. Donc on doit s'ouvrir à ça. Et pour ma part, j'ai longtemps été quelqu'un de très fermé, et notamment sur le monde émotionnel. J'étais tout à fait incapable d'exprimer mes émotions pendant au moins 15 ans de ma vie, si c'est pas plus. Et donc je vivais tout à l'intérieur, mais je coulais mes émotions dans le béton. Donc je dirais que l'ouverture à ces perceptions extrasensorielles a tenu la main à mon ouverture émotionnelle. C'est-à-dire pouvoir transmettre ce que je ressentais émotionnellement au monde extérieur, aux autres. Puisque pour moi, pendant longtemps, ça a été un circuit fermé, c'est-à-dire un circuit de contrôle intérieur. Et le Reiki a été une première voie parce que dans le Reiki, on commence à sentir des énergies subtiles, des vagues de chaleur, des petits picotements. Il y a toute une espèce de grammaire de ressenti qui est donc sur le canal du clair-senti, qui était très importante. Et c'est très important en fait de reconnaître le moindre ressenti.
c'est quelque chose qui doit être encouragé. Et on doit vraiment reconnaître les plus petites, euh, les plus petits effets, les plus petits ressentis, parce que comme ça, c'est comme si on encourageait notre troisième œil, qu'on lui disait, ben voilà, je reconnais ça, donc tu peux grandir, je reconnais ton évolution. Et c'est vraiment un conseil que je peux donner là-dessus, d'élargir cette grammaire, et puis ensuite, dans ces ressentis, on peut recouper avec l'expérience. J'ai ressenti plusieurs fois cette même chose, et au final, on peut dire, ben, ça correspond à ça. Voilà. Pour donner un exemple, j'étais amené à traiter une personne qui avait un cancer, et quand j'étais au-dessus de la tumeur, je ressentais dans ma main comme une pointe qu'on enfonçait dans ma main. C'est un ressenti que je n'avais pas senti avant. Et après ça, ben, j'ai su que quand j'avais ce style de ressenti, ben, j'étais sur quelque chose de très costaud. Et ensuite, avec la montée de Kundalini, donc il y a eu vraiment le visuel qui s'est collé à ça, et un visuel développé. Et du coup, il y avait aussi du clair-senti avec. Et l'idée, c'est toujours d'arriver au maximum à croiser les différents canaux de ressenti, parce que dans cette manière-là, on peut arriver à une dimension profonde de l'information. C'est comme si j'avais une vision que je peux interpréter de différentes façons, parce que les visions doivent être interprétées, elles ne peuvent pas être prises au premier degré. Et le ressenti que je vais avoir en ayant ma vision va me donner très souvent le sens d'interprétation, la direction d'interprétation par rapport à ma vision. Et le ressenti est très important là-dessus. Il peut se matérialiser à la fois par des ressentis physiques, des ressentis énergétiques et des ressentis émotionnels. Et ça, je pense que tout le monde a fait cette expérience de discuter avec quelqu'un et de ressentir en miroir comment lui se sent à l'intérieur. Peut-être qu'il se sent en colère, que ça ne se voit pas dans la discussion, mais que nous, on va le ressentir à un moment donné. Et ça, c'est déjà du clair-senti qui nous donne de l'information. Donc c'est un chemin, en fait. Et c'est un chemin qui se développe et qui peut être amené à être validé quelque part quand j'ai commencé à avoir la clairaudience et que je pouvais entrer en interaction avec des présences invisibles, par exemple. J'allais utiliser mon biochamp, donc mon clair-senti, pour valider en faisant déplacer les êtres de lumière à gauche ou à droite, suivant si la réponse était oui ou non. Et avec ce code-là, je pouvais valider ce que j'entendais. Ce qui m'a permis, moi, de développer ma confiance dans ce que j'entendais. Parce que dans les premiers temps où la clairaudience arrive, on a juste l'impression de devenir un peu fou, parce qu'on entend sa propre voix, et on se demande dans quelle mesure on ne la fabrique pas complètement. Même si pour moi, la chance, c'est que les choses sont posées dans le temps, petit à petit, et donc je n'ai pas été dépassé par les choses. Quand elles sont arrivées, j'étais prête à faire le chemin avec. Alors pour moi, ce qu'on peut appeler les présences invisibles, il y a beaucoup de sortes différentes. Quand je les sens du coup en clair-senti, c'est une espèce de masse d'énergie plus dense que je ressens. Comme si l'air était plus dense là où est cette présence-là. Les formes diffèrent totalement d'une présence à une autre, les formes, les grandeurs et aussi les vibrations énergétiques, c'est-à-dire le taux vibratoire que je peux ressentir qui se dégage de ces présences invisibles. Donc le champ est assez large puisque on peut avoir des esprits de plantes, des esprits d'animaux, on peut avoir les esprits d'une planète, on peut avoir ce qu'on recoupe par les esprits de lumière, les êtres de lumière, qui seraient plutôt des saints, les anges, les archanges, les Elohim, enfin toute la hiérarchie.
On peut avoir des présences qui ont des taux vibratoires bas, donc négatifs, qui sont dans l'autre polarité. Et donc c'était cet ensemble de présences qui, pour moi, dans mon expérience, nous accompagne, même si on n'en a pas conscience. Et puis, pour ma part, je ne peux en avoir conscience que si je me branche dessus, en fait. C'est-à-dire que je peux avoir une présence qui est à côté de moi et pas la ressentir du tout. Quelquefois, j'ai des signes qui vont venir se poser. Je vais peut-être sentir de la chaleur ou peut-être que dans mon ressenti, je vais sentir que l'émotionnel bouge un petit peu. Ou quelquefois, quand vraiment un être de lumière veut rentrer en communication avec moi, je vais avoir un acouphène très souvent latéralisé dans une oreille ou dans l'autre. Et ça fonctionne un peu pour moi comme une sonnerie de téléphone. Donc ça sonne, j'ai l'acouphène, et là je vais demander à ce que quelqu'un veut rentrer en communication avec moi. Et si c'est le cas, si je peux le faire maintenant, je le fais, sinon je décale le rendez-vous. Je dis ce soir, voilà, à 19h, j'ai un peu de temps, est-ce que tu peux revenir et je me poserai là-dessus. Je vois, moi, cet accompagnement-là, justement, comme de la guidance et de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'en permanence, je vais garder mon libre arbitre par rapport à ça. On m'a souvent demandé, mais qui tu es par rapport à ça? Comment tu te places par rapport à ça? Pour moi, on va me transmettre des messages qui vont m'aider à comprendre ce qui se joue pour moi. Qu'est-ce que je traverse en ce moment et quels sont mes challenges, éventuellement ce que j'ai à jouer, ce que j'ai à bouger pour moi dans ma structure. Et on va m'accompagner là-dessus, c'est-à-dire me donner un peu plus de sens. On va me donner des conseils que je serai libre, moi, d'appliquer ou pas. Et très souvent, je ne les applique pas. Donc je garde absolument mon libre arbitre là-dessus. Et c'est toujours très important pour moi. Je ne suis pas dans un rapport de maître à élève, je suis dans un rapport d'accompagnement. Et ça reste vraiment quelque chose de vital pour moi. Mais je mesure aussi la chance que j'ai d'être accompagné tout au long de mon évolution et de mon existence par ces présences-là. Donc à la fois par ces présences-là et à la fois par ce que j'appelle l'espace de mon cœur, qui sont toujours deux choses différentes pour moi. Là, je vais être vraiment sur mon canal, qu'on pourrait appeler aussi la voix intérieure. Voilà, l'intuition, la voix intérieure. Alors ces différentes présences, elles sont vraiment différentes les unes des autres. D'abord dans la qualité énergétique. Si je vais ressentir, par exemple, prenons la présence de la Vierge Marie, je vais avoir quelque chose de très tendre, très doux dans l'énergie. Et peut-être que sur d'autres présences, on aura quelque chose de plus aiguisé, de plus dur dans l'énergie. Et la façon de communiquer, elle aussi, est très différente d'une présence à l'autre. Il y a des présences qui vont être très entourantes, très douces, plutôt une énergie maternelle, et d'autres qui vont être très très claires. C'est-à-dire qui vont parler mais vraiment comme ça, droit au but, et on va difficilement pouvoir s'échapper dans la communication. Mais aussi une même présence peut être très douce et à un moment donné mettre les points sur les i de façon plus forte, parce qu'à ce moment-là, il faut vraiment qu'on y aille. Donc il y a les deux, mais c'est vraiment des énergies différentes et qui n'ont pas les mêmes facultés. C'est-à-dire que chaque présence a des domaines d'action privilégiés. Certaines vont travailler plutôt sur l'amour, d'autres vont être
très forte pour tout ce qui est matériel, ancrage. D'autres vont être sur la joie, cette capacité d'être en joie. D'autres vont travailler sur la guérison, on va être vraiment capable d'accompagner sur le vecteur de la guérison. Voilà, il y a tout un pan très grand, la communication. Toutes ces présences ont leur domaine de spécialité et du coup c'est assez intéressant, suivant ce qu'on veut travailler, suivant ce qui nous fait défaut, d'aller chercher l'appui, telle ou telle présence qui va être plus à même de nous aider là-dedans. Ça demande aussi d'être au clair avec soi pour voir effectivement les domaines où on a plus de facilité, les domaines où on en a moins. Pour effectivement essayer de faire bouger ça et de revenir à quelque chose de plus équilibré. Puisque l'idée au final, c'est vraiment ça, c'est d'être plus équilibré en soi et d'être plus en paix en soi. Alors ces différentes présences qui m'accompagnent, est-ce qu'elles sont une part de moi-même? Je pense qu'elles sont une part de moi-même au moment où elles se présentent, parce que je peux voir qu'il y a une partie de ces présences qui m'accompagnent depuis le début et qui seront là jusqu'à la fin. Et une autre partie de ces présences viennent pour des moments spécifiques de ma vie. 1 mois, 2 mois, peut-être 3 mois. C'est-à-dire au moment où je vais traverser une thématique particulière. Ça peut être la reconnaissance, par exemple. Est-ce qu'on me reconnaît? Est-ce que je suis reconnu par les autres? Et du coup, est-ce que moi, je reconnais les autres? Et là, une présence particulière va venir et m'appuyer là-dedans. Et à ce moment-là, évidemment, elle est en résonance avec moi. Et elle pourrait, du coup, résonner comme une partie de moi-même également. Donc il y a vraiment deux sortes de présences. Celles qui sont tout le temps à mes côtés et celles qui m'accompagnent un bout du chemin. Et c'est rigolo parce que des fois, ces présences-là ne sont pas du tout en résonance avec moi. Je veux dire, j'ai aucune affinité particulière avec, par exemple, Jésus est venu faire un bout de chemin avec moi. A priori, c'était pas du tout une énergie avec laquelle j'étais en accointance. Et au fur et à mesure, je peux découvrir qu'il y a des choses dans cette énergie qui résonnent avec moi et que donc, effectivement, une partie de cette présence est aussi en moi. Et quelque part, le chemin d'évolution, c'est d'arriver à reconnaître toutes les parties qu'on a en soi. Et comme on a absolument le tout en soi, on fait le chemin de reconnaître qu'on est le tout. Mais comme c'est un gros travail, on le fait partie par partie. Et qui on est puisqu'on est tout, c'est la grande question, c'est on va venir révéler, quelque part, poser un petit projecteur sur une partie de nous à un moment donné. Et ça ne veut pas dire que les autres parties, on ne les a pas en nous. C'est juste qu'on ne va pas les révéler à ce moment-là. Et le travail d'évolution, pour moi, c'est d'aller reconnaître toutes nos parties. Donc c'est très simple d'aller reconnaître les belles parties, celles qui sont lumineuses, celles qui nous brossent dans le sens du poil. Et c'est beaucoup plus difficile de reconnaître nos parties d'ombre qu'on est aussi. Mais c'est le chemin nécessaire parce que quand on les reconnaît en nous, on peut les reconnaître dans le monde. Et à l'inverse, si on est capable de les reconnaître dans le monde, on peut les reconnaître en miroir en nous. Et c'est là qu'on apporte la paix en fait. C'est quand on reconnaît ces parties-là comme partie intégrante de nous-mêmes. Pas seulement à un moment donné où elles vont s'exprimer, mais qu'elles sont toujours là. Des fois elles vont être actives et des fois elles vont être passives. Mais elles font partie de nous. On est cela aussi. Alors, en ce qui concerne le discernement par rapport à ces présences, moi je me fie vraiment à la vibration de ces présences. C'est-à-dire que le point de départ pour moi, ça va être que ces présences vibrent positivement.
Euh, et ensuite, je vais faire confiance à celles qui se présentent. C'est-à-dire que si elles sont là et qu'elles veulent rentrer en contact avec moi, c'est que j'ai quelque chose à jouer avec elles à ce moment-là de ma vie. Et c'est vrai que dans mon mental, j'ai toujours envie d'identifier qui j'ai en face. Et au plus ça va, au plus j'essaye de... parce que j'ai pas toujours le temps d'aller chercher qui j'ai en face aussi, de voir, ok, ça vibre positivement, et des fois je vais peut-être lâcher, je sais pas qui j'ai en face, mais je sens que l'énergie est bonne et qu'elle a quelque chose à jouer avec moi, et puis je vais me brancher, et puis je vais avoir le message, et je sais pas forcément qui y a derrière. De temps en temps, j'arrive à m'autoriser à ça. Mais voilà, le principal, c'est de sentir que ça vibre positivement. Et puis des fois, ça vibre très haut, des fois un peu moins. Mais c'est vraiment mon point de départ. Là où je vais être en confiance avec la présence qui est avec moi. Euh, alors, les rencontres qui ont marqué mon évolution, c'est, je dirais, des choses qui m'ont inspiré. Parce que je suis vraiment sur un parcours d'autodidacte qui est vraiment en relation avec ma structure. Je suis sur une structure très indépendante. Je veux tout faire tout seul, tester les choses par moi-même. Voilà, c'est la structure dans laquelle je suis. Donc les rencontres, ça a été vraiment avec ceux qui m'ont enseigné le Reiki. Et ensuite, j'ai pratiqué le Kundalini Yoga pendant plusieurs années. Et c'est vraiment une phase du yoga dans laquelle j'étais très en phase parce qu'il y avait tout le côté énergétique qui travaillait beaucoup. Et moi, ça m'a permis de développer beaucoup mon troisième œil pendant les sessions de yoga. J'avais énormément de vision pendant mes sessions de yoga. Et j'ai pu développer ça dans la confiance et aussi d'aller ancrer ça derrière. Parce que j'ai bien senti à un moment donné que je montais beaucoup, mais que ça n'était finalement utile que si je pouvais le ramener dans la matière. Et pour moi, c'est vraiment aussi un point très important, c'est que pendant plusieurs années, j'ai été très branché là-haut, mais finalement, ma vie ne changeait pas d'un poil. C'est-à-dire que je ne ramenais pas toute cette information dans la matière et ça ne changeait strictement rien à ma vie. Et maintenant, c'est très important que l'information que j'ai, elle doit me servir dans ma vie quotidienne. Sinon, ben, je la dégage en fait. C'est très important qu'elle me fasse avancer. C'est-à-dire que je fasse faire le trajet de l'info pure à la matière pour qu'elle se transforme et qu'elle transforme quelque chose à ma vie. On est vraiment ici sur Terre pour faire une expérience incarnée. Donc il y a eu le Kundalini Yoga, il y a eu vraiment ce stage sur la géobiologie qui était un peu, quelque part, faire le pont entre la matière, c'est-à-dire toucher du doigt, mais dans l'éthérique. Donc pour moi, c'est vraiment le petit pont entre les deux. Je pouvais retrouver des sensations ancrées, mais en étant carrément dans un monde invisible. Et puis après, il y a des personnes qui m'ont fortement inspiré, comme Christophe Alain, où j'ai pu sentir vraiment quelqu'un qui parlait de ses expériences d'égal à égal, et où on n'était pas sur un registre de maître à élève. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment quelqu'un qui m'a permis d'ouvrir le champ de mes possibles, et du coup de me faire encore plus confiance dans ce que je ressentais. Et puis, une personne qui m'a beaucoup inspiré aussi, c'est une ex-copine que j'ai eue. Et dans la relation qui a duré 6 mois, je pouvais ressentir énormément de choses. Et chaque fois que je lui demandais si c'était bien ça, elle me disait que c'était pas ça. Et au bout de ces 6 mois, j'ai compris que tout ce que j'avais ressenti était vrai. Et qu'on m'avait menti quelque part pendant ce temps-là. Et j'ai pu poser à la fin de cette relation
que je ne laisserai plus jamais personne dire que ce que je ressentais était faux. Et pour moi, c'est vraiment le moment, et je l'en remercie ici, le moment où j'ai posé ma clairvoyance. C'est-à-dire que ce qu'on ressent est juste. Et c'est-à-dire qu'une autre personne va avoir un ressenti différent sur la même chose, qui sera tout aussi juste, parce que ce sera le sien. Et que personne d'autre que soi-même n'est le plus à même de savoir ce qui est bon pour nous et que notre ressenti est juste. Donc faites confiance à votre ressenti, il est toujours juste. Alors pour moi, le troisième œil, c'est donc un centre où on va recueillir des informations sur différents canaux subtils. Donc on va avoir le clair-senti, la faculté de ressentir dans le subtil, donc à la fois physiquement, énergétiquement, émotionnellement. C'est un canal important. On va avoir les visions, c'est-à-dire des visions symboliques qui vont venir raconter ce qui se passe pour la personne, si on connecte une personne ou pour soi-même. Ensuite, on va avoir la clairaudience, donc la faculté d'entendre dans le subtil, comme si on nous parlait, vraiment. Et ensuite, on a d'autres canaux qui sont peut-être un peu mieux connus, qui sont la clair-olfaction. Donc on va être capable de sentir dans le subtil. Ça peut s'exprimer par exemple pour certaines personnes qui vont sentir une personne qui est décédée, elles vont sentir son parfum dans le subtil. Et on peut aussi avoir la claire saveur, c'est-à-dire le sens du goût dans le subtil. Et certaines personnes, dont je ne fais pas partie, peuvent sentir la qualité gustative d'une présence. C'est tel type de présence parce que voilà, j'ai ça dans la bouche, je sens ce goût-là quelque part. Voilà, c'est un peu l'ensemble des canaux qu'on a. Et le troisième œil, c'est un peu ici le centre où tous les canaux vont être reliés. Et moi, je le vois un peu comme un traducteur. C'est-à-dire que l'info arrive par les différents canaux de manière compressée, et le troisième œil va décompresser l'information. Et plus on développe son troisième œil, plus on embauche de traducteurs dans notre compagnie de traduction. Et plus on a même de décompresser beaucoup d'informations. À cela, je rajouterais qu'on peut à la fois avoir tous les canaux ouverts et ne pas recueillir d'informations. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est qu'on a beaucoup de peurs et que ces peurs viennent faire barrage à l'information. Et le chemin d'ouverture aux perceptions extrasensorielles, c'est vraiment de travailler sur nos peurs et de les faire bouger pour être plus ouvert à ces capacités-là. On peut voir que dans certains peuples, ils sont très ouverts là-dessus, c'est-à-dire que dès les premiers temps de la vie d'un enfant, même d'un bébé, ils sont accompagnés, ouverts là-dedans. Dans certains peuples, ils passent plusieurs mois dans un endroit tout noir, où ils vont apprendre à capter ces informations-là. Alors que nous, dans notre société, on n'est pas du tout encouragé sur l'intuitif. On est vraiment dans une société du voir et de l'entendre, du palpable, du rationnel, et on est encore un peu sur les énergies qui étaient très fortes il y a un siècle, où le scientifique peut tout expliquer. Le scientifique va tout expliquer. On est encore pas mal là-dessus, même si c'est en train de bouger encore. Donc le troisième œil, c'est ça, c'est s'ouvrir à des capacités qui sont forcément plus abstraites, parce que beaucoup plus fines, et qui vont être beaucoup plus challengeantes pour nous, parce qu'on va beaucoup moins pouvoir s'appuyer dessus. Je veux dire par là, le doute est beaucoup plus fort dans ces capacités-là. Et c'est vraiment la confiance qu'on va développer par la pratique, et éventuellement par l'accompagnement qu'on peut avoir, qui va nous permettre de valider les choses. Ok, c'était vraiment du ressenti,
que j'ai eues à ce moment-là. Parce que la chose la plus dure, c'est que le mental vient toujours questionner ce qu'on a eu dans l'intuitif. Donc le mental va dire, le mental a toujours raison. Parce que lui, si on n'a rien, il va dire, bah, je t'avais dit, ça marche pas. Et si on a des choses qui vont être un peu barrées, il va dire, je t'avais dit, c'est n'importe quoi. Donc lui, il va toujours justifier les choses. Pour la bonne simple raison que le rationnel, lui, il s'occupe de ce qui est déjà connu. Et c'est aussi le terrain où il se sent bien. C'est-à-dire dans l'intuitif, on va avoir des infos qu'on n'a pas avant. Du coup, lui, il se sent totalement inconfortable là-dessus. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser que j'ai oublié un canal qui est le clair savoir. C'est-à-dire qu'on sait une information alors qu'on ne l'a jamais apprise. Et on ne l'a pas non plus entendue. Et ça, c'est assez difficile à gérer, puisque c'est vraiment quelque chose qui jaillit. Juste, on sait. Ça peut être le cas si on conduit sa voiture et d'un coup, on sait que dans la rue à droite, on va trouver une place pour se garer. Personne ne nous l'a dit. On a juste cette info qui débarque là. Et beaucoup de personnes fonctionnent sur ce canal-là sans forcément le conscientiser. Alors pour moi, absolument tout le monde peut avoir accès aux capacités du troisième œil. Tout le monde n'en a pas le désir, déjà. Et pour certains, le monde rationnel est trop fort pour laisser l'espace à ces capacités pour se développer. Mais pour moi, absolument tout le monde a ces capacités-là. Après, tout le monde n'est pas égal là-dessus. Et ça, c'est aussi le fruit de notre éducation. Hein, si on va grandir dans une famille qui est ouverte, où tout le monde est médium, où c'est quelque part le quotidien de l'entourage et de la famille de faire ça, eh ben on va aller tester ça très rapidement et on va être soutenu voilà, dans un autre environnement, ça va être plus dur, on va le faire plutôt plus tard. Et puis j'ai aussi remarqué que par exemple, pour les personnes qui ont eu une enfance très difficile, il y a une ouverture très souvent spirituelle qui se fait. C'est-à-dire que pour moi, je vois ça comme si mes parents ne m'offrent pas la sécurité nécessaire à mon développement et que je suis toujours en insécurité, je vais aller chercher des figures immuables qui vont m'apporter la sécurité nécessaire de façon constante. Donc voilà, la figure de Dieu, par exemple, qui sera le Père, mais sur lequel je peux toujours compter. Et j'ai souvent vu que les personnes qui ont eu une enfance très difficile ont ouvert des possibilités de ce côté-là et ont eu des capacités que très souvent elles ont refait à un moment donné puisqu'elles n'étaient pas gérables. C'est pas évident à 7 ans de voir des présences et de pouvoir gérer ça, en plus si on n'est pas soutenu là-dedans. Mais pour moi, effectivement, tout le monde a ces capacités-là. Alors moi, dans mon travail de clairvoyant, en fait, je vais fonctionner de la manière suivante. C'est-à-dire que les personnes vont venir et vont me poser une ou plusieurs problématiques, et moi, je vais me brancher, c'est-à-dire me connecter à la problématique. La problématique va me servir de filtre par rapport à l'information que je peux recueillir. C'est-à-dire que de l'information, on peut recueillir des milliards d'informations différentes dont on ne va pas avoir l'utilité en fait. Et là, je vais me brancher sur la problématique qui va opérer comme un tuyau qui va limiter l'information à ce dont j'ai besoin. Et je vais aller remonter, j'appelle ça remonter l'information. C'est-à-dire je vais aller voir ce qui se joue derrière. Et l'information va arriver, elle ne fera pas forcément sens au début, mais je vais aller voir derrière la première info, derrière la deuxième, etc. Et au fur et à mesure, le tableau va être plus clair sur ce qui se joue vraiment derrière.
c'est-à-dire aller voir l'énergie qui se joue derrière. Il y a le factuel, ce qui est vécu par la personne, ça peut être une problématique, ça peut être des schémas récurrents, toujours la même chose qui se produit, par exemple. Et à partir de cette entrée-là, je vais aller chercher l'info jusqu'à ce que ça soit clair. Et mon mode de fonctionnement, il est à la fois actif et passif. C'est-à-dire qu'actif, je vais poser un filtre qui recoupe la problématique. Pourquoi cette personne n'est pas en confiance en elle dans cet environnement-là où chaque fois qu'elle fait cette chose particulière, ça va être mon filtre. Et donc ça, je le pose de manière active, de manière mentale. Mon filtre, il est totalement mental. Et puis derrière ça, je vais passer en espace de réception. C'est-à-dire, je vais passer dans l'espace de mon cœur, l'endroit où je vais faire du vide pour que l'info jaillisse. Et ça, c'est vraiment, je vais être dans un espace de lâcher-prise total. L'info va jaillir, va revenir, et à partir de cette info-là, je vais aller reposer un filtre de manière active pour aller plus loin. Je vais re-questionner les choses par un autre angle pour essayer d'aller plus loin dans l'information. Et finalement, je fais sans cesse ce pas de deux entre l'actif et le passif, donc entre le mental et l'intuitif. C'est vraiment... l'idée, c'est d'arriver à tirer l'information la plus pure et la plus concentrée possible. Et je vois dans mon parcours de clairvoyant que le chemin pour arriver au cœur de l'information, il est plus court maintenant. Avant, je dépassais une première information, une autre, je tirais beaucoup de fils, et maintenant, le cœur de l'info arrive plus rapidement. Et ensuite, ça c'est plutôt la première partie, c'est-à-dire pour moi, ramener l'information à la conscience. Regarder en face les choses qui se passent derrière, conscientiser les choses. Ça fait déjà bouger la structure, ça. Et la deuxième partie, pour moi, ça va être la ressource, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va amener pour pouvoir accompagner le changement de structure. Là, je vais définir un petit peu plus ce que j'appelle moi la structure. La structure, pour moi, c'est l'ensemble des croyances qu'on a. Et l'ensemble des croyances qu'on a vont amener un certain nombre de peurs chez chacun. Ces croyances sont différentes chez chacun. Et l'idée de ce travail-là, c'est de reprendre de la liberté. Parce que chaque croyance nous rend prisonniers. Et si on fait bouger, chaque fois qu'on fait bouger une croyance qu'on a, on se rend un peu plus libre. Mais du coup, on se rend aussi plus responsable. Parce qu'on reprend la responsabilité des choses. On ne peut plus dire c'est la faute à telle personne, c'est la faute à ci, c'est la faute à la vie. On reprend la responsabilité et notre propre pouvoir là-dedans. Donc l'idée, c'est toujours de faire bouger la structure. Je le définirai de cette manière-là. Il y a la matière, ce qu'on vit dans la matière, et ce qui se joue dans l'éther, c'est-à-dire l'information derrière la matière. Dans le cadre d'un soin, donc la personne a posé sa problématique, je vais canaliser de l'info derrière, mais je ne sais pas du tout quelle est la nature de l'information qui va arriver. Et elle peut être de différentes sources. Ce qui constitue notre structure, et donc ce qui forme notre inconscient, va être de plusieurs natures. Donc on peut avoir ce qui s'est passé dans notre enfance, ou après, c'est-à-dire notre expérience dans cette vie, qui va avoir forgé des croyances. On peut avoir aussi ce qui s'est joué dans notre psychogénéalogie, dans notre lignée, voilà, notre lignée d'hommes, lignée de femmes. Il y a des infos qui vont transiter, et ces infos-là, elles transitent dans le sang, en fait. Donc,
on se récolte les infos de notre lignée et ça peut remonter très 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 loin dans la lignée. On a aussi un autre paramètre qui peut être les vies antérieures. Donc dans ces vies antérieures, on va vivre des expériences, et c'est pas l'ensemble de la vie antérieure qui est importante, c'est juste l'équation qui se produit à ce moment-là. Je vais donner un exemple concret pour ma part. Plusieurs vies antérieures que j'ai eues, j'ai été tué dans la terre, ou j'étais enterré vivant ou des choses comme ça. Et du coup, ce qui s'est joué pour moi, c'est si je suis en contact avec la terre, je vais mourir. Donc, une difficulté d'ancrage dans ma vie très forte. Donc, c'est vraiment ce qui est important dans la vie antérieure, c'est l'équation qui se produit. Si je fais ça, il va se passer ça. Et c'est seulement ça qu'on va garder dans nos vies. Et c'est ça qu'on va essayer de faire bouger dans les structures. L'équation, la croyance que si je fais quelque chose, il va se produire quelque chose. Et quand on fait bouger la structure, quelque part, on va dépolariser. J'en sais rien, j'ai peur des chiens. On va aller voir qu'est-ce qui a produit ça. On va faire bouger l'information dessus, l'équation, et on va être dans l'autre polarité. Je peux aimer les chiens maintenant, par exemple. Mais dans le soin, on peut aller encore plus loin que ça. Parce que finalement, là, on ne fait que dépolariser les choses. Et j'ai vraiment compris qu'il y a une autre étape qui est, on amène les choses dans l'amour. Et dans l'amour, on n'est plus dans la polarité. C'est-à-dire qu'on n'est plus ni dans le côté qu'on va appeler positif ou négatif. Ça aussi, c'est une vue des choses, mais on va l'appeler comme ça. Et dans l'amour, suivant la situation dans laquelle on sera, il est important d'avoir peur du chat. C'est ça qui va nous sauver. Et dans un autre contexte, c'est très important d'aimer les chiens, et c'est ça qui va être juste à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on n'est plus tributaire de notre polarité. On est dans l'amour, et dans l'amour, on peut vivre librement suivant ce qui se présente dans l'instant. Et c'est vraiment le but, la paix et l'amour, c'est ça, quoi. C'est, pour moi en tout cas. Donc voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que les sources qui ont créé nos croyances sont très larges, et j'ai même été amené à connecter quelque chose sur une personne qui avait en elle des mémoires d'étoiles. Alors je ne saurais pas l'expliquer rationnellement pourquoi dans sa structure il y avait ça, mais pour elle par exemple, son souvenir, le souvenir qui était encore là, c'était qu'elle était une étoile et qu'elle est rentrée en collision avec une autre étoile, et que pour elle, ça c'était l'amour. Et que l'amour, c'était donc l'explosion d'elle-même aussi. Et elle avait clairement associé ça à la vie affective, et sa vie affective pour elle ne fonctionnait pas. Parce que pour elle, l'amour, c'était juste exploser. Donc voilà, il y a plein de choses qui nous échappent et qui sont constamment sur des cadre que je veux dire par là, mon cadre s'élargit de jour en jour dans le métier que je fais, et je suis souvent balayé dans ce que je peux croire et dans ce que j'ai limité, encore une fois. Il y a beaucoup d'autres portes qui sont à découvrir dans ce que recoupe la structure elle-même. Donc pour ce qui est en lien avec les croyances et notre structure, on a vraiment une hiérarchie qui se pose par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir des croyances de faible importance, et je veux dire par là qu'elles vont nous impacter peu dans la vie. Et des croyances très fortes qui sont presque le socle sur lequel on est construit. Et évidemment, on ne peut pas faire bouger ces différentes croyances de la même manière. Par exemple, ce que je veux dire par là, si je prends mon exemple à moi, je suis construit sur une blessure de rejet forte,
et c'est vraiment celle qui est la plus vive chez moi. Et cette blessure de rejet, ben, elle va bouger, mais petit à petit. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu un moment dans ma vie où je ne pouvais pas demander l'heure dans la rue, parce que j'avais trop peur qu'on me dise non. Et ça a bougé. J'ai beaucoup avancé sur cette blessure-là, mais il y a encore beaucoup de points où elle s'exprime. Et, euh, et je vais aller de plus en plus dans le cœur de cette blessure de rejet. Et ça aussi, ça renvoie au travail de thérapeute, c'est-à-dire que dans ce qu'on va venir faire bouger, on est forcément tributaire de la résistance qu'a la personne qui vient nous voir face à ce qui se présente et qui veut bouger. Et dans l'information, je le vois aussi, il y a des informations auxquelles je n'ai pas accès. Je peux ne pas avoir accès, par exemple, s'il y a une émotion qui est trop forte et qui me fait, moi, par exemple, barrage par rapport à l'information. Et des fois, je ressens cette émotion-là qui est très très forte et je vais devoir faire un travail pour... alors là, je vais faire portail pour l'émotion, évacuer l'information émotionnelle et du coup, je vais pouvoir avoir accès à l'émotion. Et puis des fois, j'entends que la personne n'est pas prête à faire bouger ça maintenant et que je la détruirai plus sûrement qu'en faisant bouger cette information-là. Ou je la détruirai, ou tout simplement je n'ai pas l'information accessible. C'est-à-dire qu'en forçant cet accès à l'information, je prends des risques pour la personne qui vient me voir et que ce n'est pas juste. Voilà. Ce n'est pas juste de faire bouger ça à ce moment-là. Et là, effectivement, on touche du doigt à la fois la puissance et l'impuissance du thérapeute. Et le thérapeute danse toujours entre ces deux notions. La puissance, c'est-à-dire qu'il a cette capacité d'accompagner l'autre, de lui tenir la main, de le révéler à soi, mais finalement on ne révèle la personne à elle-même que si elle est OK avec ça et qu'elle a envie que ça bouge pour elle. Je vais donner là aussi un exemple concret. Dans ce fameux camp sur le partage où j'ai vécu cette ouverture du cœur, il y avait une femme qui boitait, qui avait un problème au genou et qui m'a demandé plusieurs fois de faire des soins Reiki. Et moi je sentais que c'était pas juste de faire des soins pour elle, alors que j'en faisais pour beaucoup d'autres personnes. Et ce que j'ai compris en fait, c'est que dans ce camp, elle était complètement attachée à sa maladie, le problème qu'elle avait au genou. Parce que finalement, elle n'existait qu'à travers sa maladie. Si tout le monde avait de l'attention pour elle, tout le monde était aux petits soins pour elle, c'était uniquement parce qu'elle avait un problème au genou. Sinon, elle aurait été complètement invisible dans ce camp. Et que du coup, elle n'était absolument pas prête à lâcher la maladie qu'elle avait, ou le problème qu'elle avait. C'est pour ça que ramener le sens, ça permet de voir qu'est-ce qui se joue, et de voir si on est prêt ou pas à jouer un autre jeu que celui-là, ou s'il remplit un rôle encore trop important pour nous. Donc, pour moi, la structure, c'est donc un ensemble de choses que je définis plutôt comme les croyances et les peurs qu'il y a dessous. Et cette structure, elle est tout le temps en mouvement. Elle est en mouvement plus fin ou plus grand. C'est-à-dire qu'elle est en mouvement par rapport à ce que la vie nous amène. On est constamment en interaction avec le monde. C'est-à-dire que c'est comme une rotation, l'instant présent, c'est une rotation qu'on a de nous au monde. On va ramener de l'information du monde à nous et on va venir raisonner cette information. Si on raisonne très fort l'information, on va sortir de l'instant présent. Et là, on va partir dans de l'émotionnel le plus souvent. Donc, en permanence, en fait, notre structure bouge. Elle bouge parce qu'elle est en interaction avec le monde. Et c'est notre désir de contrôle qui veut bloquer les résonances et la malléabilité de la structure. C'est-à-dire que quand je parle d'information, c'est ce qu'on capte du monde,
c'est un peu comme le spermatozoïde qui va venir féconder l'ovule. Le spermatozoïde, c'est l'information. Mais l'ovule, après, il va grandir, va prendre une forme. Il va contenir et donner forme à cette information. Et si l'ovule décidait, non, je reste comme je suis, je ne bouge pas, bah, l'information, elle mourrait d'elle-même. Elle ne pourrait pas vivre et prendre la forme qu'elle a dans notre structure, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est à la fois d'arriver à recueillir cette information, à l'accueillir, et ça c'est forcément lié au lâcher-prise, et à laisser grandir cette information en résonance avec nous-mêmes. Donc le travail qu'on peut faire en thérapie, quelle que soit la thérapie d'ailleurs, c'est de la résonance accélérée et de la mise à nu accélérée. Mais on peut le vivre aussi dans la vie et on le vit aussi dans la vie. Mais on a souvent des expériences fortes qui vont nous faire bouger beaucoup et au quotidien des petites choses qui vont nous faire bouger un peu. C'est sur cette échelle-là. Mais tout se touche quelque part. Si on fait bouger un bout de la structure, elle est forcément reliée à d'autres. Et si on fait sauter une peur, on va en faire sauter d'autres qui sont reliées. C'est un peu comme des pelures d'oignon. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que sur l'extérieur, on va avoir des croyances qui nous impactent peu. Et au fur et à mesure où on va dans le cœur, on va faire bouger beaucoup de choses. Parce que dans le cœur, c'est forcément relié à beaucoup de choses en périphérie. Et du coup, on traverse aussi beaucoup de zones d'inconfort. Et dernièrement, ça s'accélère. Parce qu'on fait bouger des choses qui sont plus au centre qu'avant. Et quand on fait bouger, c'est toute la structure qui se redéfinit. Et les moments où on n'est pas bien, à côté de nos pompes, c'est les moments où ça ne s'est pas redéfini, notre structure. Elle est en mouvement. On se redéfinit soi-même. Qui on est à ce moment-là? On est un être en mouvement. On ne sait plus qui on était, puisqu'on vient de le perdre. On vient de faire sauter une structure, et on ne sait plus qui on va devenir quand la structure sera replaquée en place, quoi. On est dans cet entre-deux, où on est finalement rien, et on peut toucher le tout de ce qu'on est. Et c'est pour ça que c'est important dans ces moments-là de bien rester ancré, de revenir au centre de qui on est, parce qu'on est vraiment balayé, comme on dit. Et on est fragile. On touche aussi cet élément de fragilité en nous qui est nécessaire pour que la structure bouge. Hein, c'est en touchant cette fragilité, cette faiblesse qu'on peut être touché. Et c'est parce qu'on peut être touché qu'on peut vibrer. Et c'est parce qu'on peut lâcher la forme que ça va prendre qu'on va devenir ce qu'on va devenir quand l'information prend forme. Donc quand j'arrive à, que le tableau soit clair, là je vais passer en ressources et je vais me brancher pour voir comment ça va bouger. Pour moi, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être un soin énergétique. Donc à ce moment-là, je vais travailler avec mon cœur. C'est-à-dire je vais ouvrir mon cœur. Mon cœur va se mettre en lien avec le cœur de la personne. Et c'est le cœur de la personne qui va aller travailler. Et il va aller travailler en réinformant les choses. C'est-à-dire l'équation, la croyance qui est mise en place va bouger, va se dissoudre et dans le meilleur des cas va atteindre l'amour ou elle va se dépolariser suivant les cas où c'est possible. Donc là, ça va se faire vraiment énergétiquement. Dans d'autres cas, je vais canaliser une phrase en français, mais qui est énergétique et qui va faire bouger la structure aussi. Cette phrase va être pratiquée en mantra ou alors directement avec l'énergie qu'il y a derrière la phrase. Ça peut être aussi des mantras que je reçois dans une autre langue, une langue que moi-même je ne comprends pas, et qui du coup balaye le mental. C'est-à-dire que la personne ne comprend pas ce qu'elle dit, quand elle le dit, elle ressent que ça fait bouger des choses, mais elle n'a pas de prise mentale sur la phrase. Et pour certaines personnes, c'est du coup important, parce qu'elle n'est pas amenée à disséquer la phrase,
elle-même, elle travaille directement avec l'énergie. Ça peut se présenter aussi sous forme d'un rituel, un rituel psychomagique, comme l'a développé Jodorowsky par exemple, où on va faire un acte symbolique, un rituel, comme on en faisait beaucoup avant, et qui va faire bouger en résonance les choses à l'intérieur de nous. Et puis, au fur et à mesure de mon avancée thérapeutique, les outils changent en fait. J'ai des outils qui débarquent, et là dernièrement, j'ai des choses qui se présentent sous forme de petites prières, c'est-à-dire 4 lignes. Ça peut être prière au Père, à la Mère, prière à moi-même. Et pareil, ça va être un ensemble de phrases qui énergétiquement vont venir réinformer différemment les croyances qu'on a ou comment ça s'est fixé en nous. Et finalement, ça revient à opérer un changement de point de vue. Chaque fois qu'on a un seul point de vue sur les choses, on en est prisonnier. Chaque fois qu'on peut sortir de ce point de vue, on gagne de la liberté. Alors, pour moi, l'espace du cœur, c'est l'endroit en moi où je vais faire du vide pour que l'information jaillisse. C'est-à-dire que c'est un endroit où le tout et le rien se rejoignent. C'est pour ça que je vais faire de l'espace et que l'information va jaillir. C'est un endroit où je peux être traversé par la vie. Hein. Et la plupart du temps, on rentre en résistance avec ce que la vie nous envoie. Et le cœur, l'espace du cœur, c'est l'endroit où on peut être traversé. C'est-à-dire l'endroit où on peut accueillir la vie, recueillir l'information de la vie et laisser passer l'énergie de la vie derrière soi, quelque part. Et du coup, faire grandir l'information de la vie dans notre structure. C'est un endroit où on peut recycler les choses aussi de manière énergétique. C'est-à-dire que toute émotion, toute colère, si elle est ramenée au cœur, peut nous ramener de l'énergie vitale, en nous. C'est l'endroit où on peut recycler le donner et le recevoir. C'est-à-dire que dans la vie, on a toujours un endroit où on est meilleur, on a plus de facilité. Pour certaines personnes, ça va être donner aux autres, c'est plus simple. Et pour d'autres personnes, ça va être de recevoir. Ça va être très simple de recevoir et plus dur de donner. Et là, on est pleinement sur le cycle de la vie et sur le cercle du cœur. Le cercle du cœur, quand il est vraiment activé, c'est la capacité en permanence de recevoir et de donner et de recevoir. Et du coup, d'opérer ce cercle de nous au monde, un cercle ininterrompu quelque part, un cercle fluide où on n'est plus dans les points de fuite. Les points de fuite où on va partir dans l'émotionnel, où on va partir dans d'autres énergies. Et là, on définit notre rapport au monde. Alors j'enseigne maintenant sous forme d'atelier et de stage l'ouverture du troisième œil, c'est-à-dire un accompagnement dans le développement de ces facultés extrasensorielles. Et pour moi, c'est venu assez tôt, c'est-à-dire que j'ai vraiment un chemin autodidacte par rapport à l'ouverture du troisième œil. Et j'ai testé beaucoup de choses et je me suis pris beaucoup de murs. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été très compliquées à gérer pour moi. Ça ne s'est pas toujours fait dans la joie, loin de là. Et je me suis dit très tôt que j'avais très envie d'accompagner les autres sur ce chemin-là, justement pour leur permettre d'avoir un chemin raccourci et surtout un chemin sécurisé. Et effectivement, dans ce que j'enseigne, alors sur l'atelier, c'est plutôt d'aller tester, de faire les expériences, de pratiquer. Et sur le stage, on a toute une partie
où on va aller chercher justement les structures et les peurs qui peuvent être accolées au troisième œil et les faire bouger pour justement ouvrir ses facultés de manière plus grande et accompagner aussi sur un temps plus long. Dans ces deux parties, je suis vraiment à l'écoute. C'est-à-dire que je n'ai pas de programme défini, je me branche sur le groupe et je canalise l'information, je canalise ce qu'on va faire, je canalise l'exercice, je canalise s'il y a une initiation à faire. Voilà, je me laisse porter par l'information et c'est vraiment le contrat que j'ai dans ce que je fais. C'est-à-dire que je suis transparent, si l'information elle descend, je la redonne. Et du coup, aucun stage ne ressemble à l'autre, aucun atelier ne ressemble à l'autre, parce que c'est chaque fois dans l'énergie qu'il y a, et c'est le chemin parfait pour ce groupe-là. Et c'est vraiment l'idée d'être accompagné et d'avoir un référent, parce que ce qui est difficile, je le sais pour l'avoir fait, dans le chemin d'autodidacte, c'est comment grandir dans sa confiance des perceptions extrasensorielles quand on est le seul à pouvoir se valider. Est-ce que je l'imagine ou pas? Est-ce que c'est du mental ou pas? Alors qu'il n'y a que moi qui peux décider ou dire c'est du mental ou pas. Donc le fait d'avoir une personne qui peut se brancher et voir si c'est du mental ou pas, qui peut être un référent extérieur, permet un accompagnement plus profond et plus sûr. En tout cas, c'est comme ça que le ressentent la plupart des personnes qui viennent faire les ateliers et stages, quoi. Donc c'est aussi le côté validation extérieure qui se passe par l'enseignant, par moi, mais aussi par le groupe. Parce que quand on va ramener les expériences qu'on a eues dans l'énergie, c'est on pose ce qu'on a vécu aux yeux du monde. Moi, je l'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'on valide aux yeux du monde, oui, j'ai vraiment vécu ça. C'était mon ressenti et c'est l'expérience que j'ai eue. Et c'est vraiment le chemin de la confiance dans ses facultés. Il passe forcément par là, quoi. Et puis aussi de construire une sécurité dans ce qu'on reçoit. Et pour moi, c'est très important. C'est-à-dire un endroit où on peut revenir en permanence quand on est balayé par l'information, quand on a trop de mental, un endroit où on est bien. Et une fois que mes stagiaires ont intégré ça, je sais qu'ils peuvent connecter ce qu'ils veulent. Ils sont en autonomie après le stage, parce que j'ai plus peur pour eux quelque part. Ils ont un point, ils peuvent revenir en permanence, qui leur permet de décrocher, d'être en sécurité. Ils peuvent revenir canaliser s'ils veulent, ou pas. Ils ont toujours la main sur les choses. Et pour moi, c'est très important. On branche, on débranche. On garde la main sur ce qui se passe, quelque part. Et du coup, on peut aller explorer avec ces outils sur son chemin parce qu'on a un point de sécurité en permanence. Et c'est aussi pour moi l'autre axe principal, c'est toujours de ramener de l'information de là-haut dans notre vie incarnée. C'est-à-dire, on a une problématique, on va aller chercher de la ressource. On a un conflit avec quelqu'un, on va aller voir ce qui se passe, et des ressources, des aides pour pouvoir faire bouger les choses dans la matière. C'est-à-dire c'est vraiment un outil d'accompagnement au quotidien. Le sens de la vie est important pour moi, puisque quelque part au quotidien, c'est ce que je fais. Ramener du sens dans la vie, voir ce qui se joue derrière en permanence. Mais je peux voir aussi que la finalité, ce qui est encore derrière le sens de la vie, c'est qu'il n'y a pas de sens. En fait, il n'y a pas de sens à la vie. Et on est juste là pour être et faire ce qu'on a à faire seconde après seconde. Et moi, je suis encore très très loin de ça, mais si je regarde les êtres éveillés qu'il y a sur Terre, finalement, eux ne passent plus du tout par quelque chose de mental. C'est-à-dire qu'ils ne se posent plus une question de choix. Est-ce que je devrais faire ci ou ça? Ça ne passe plus du tout par ça. À chaque seconde, ils savent ce qu'ils ont à faire. Puisqu'à chaque seconde, ils savent qui ils sont
à cet instant-là. Euh, et pour moi, ça revient effectivement à la connexion du cœur, où le cœur, pour moi, c'est le miroir de l'univers. Dans notre cœur énergétique, on contient l'univers en entier. Et je travaille beaucoup là-dessus, sur les interactions justement entre l'univers et moi via le cœur. C'est-à-dire qu'en contenant tout l'univers, on contient chaque être humain dans notre cœur. Et je me souviens qu'une fois, je méditais, je faisais un voyage dans mon cœur, et je croise une femme, et je lui fais « Hey, tu sais que t'es dans mon cœur ?» Elle se retourne, et elle me regarde, elle fait « Mais toi aussi, t'es dans mon cœur. » Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience qu'on contient tout le monde dans notre propre cœur. Et donc la notion d'être relié à chacun, elle prend tout à fait sens, parce que dans le cœur de chacun, on contient tout l'univers. Et donc, tout être humain. Et donc, chaque petit bout d'être humain, et donc soi-même aussi. Donc c'est vraiment, en ouvrant son cœur, cette notion-là, on la touche du doigt de façon plus précise. Et quand on travaille en coévolution, comme je le fais dans certains stages ou ateliers, on voit bien que quand on ramène de l'information pour une personne, ça résonne pour tout le groupe. Parce que tout le groupe est en résonance avec ce qui est dit, plus ou moins fort. Mais on est en résonance et en coévolution avec tout le monde, tout le temps. C'est juste la hauteur des résonances qui change. Et on est vraiment dans un monde maintenant où si chacun fait un pas, tout le monde en bénéficie. Que cette personne travaille ou pas, en fait. C'est vraiment la coévolution, et c'est-à-dire être chacun relié dans ses résonances et son évolution, elle est vraiment là, et elle nous relie tout un chacun. Qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui se produit, et qui nous relie bien sûr à l'univers. On est l'univers dans notre étincelle personnelle. Pour moi, le monde est régi essentiellement par des notions de besoin. Et je pense que notre responsabilité à chacun dans ce monde, c'est d'arriver à reconnecter l'énergie de l'envie. Et derrière le besoin, je pense qu'il se joue la croyance que c'est l'autre qui va pouvoir produire de l'amour pour nous. Et donc on va mettre tout un jeu de pouvoir en place à différentes échelles pour s'accaparer cet amour, parce qu'on a la sensation ou l'impression qu'il est produit par l'autre. On le voit dans le couple, mais on le voit avec toute interaction humaine qu'on peut avoir. Et donc, je pense que c'est notre chemin d'être humain dans l'évolution, c'est de ramener soi-même à l'envie et à la capacité qu'on a de produire de l'amour soi-même. Parce que finalement, l'amour, on le produit nous-mêmes et on l'offre en partage. Et c'est seulement là qu'on a du pouvoir. Notre pouvoir, elle est simplement là, de produire cet amour dans le cœur et de l'offrir en partage. Et l'autre personne va se servir ou pas, mais on la laisse évoluer dans sa liberté. Et si on va poser du pouvoir sur l'autre, on va finalement faire que le restreindre, et le restreindre au nom d'une illusion, l'illusion qu'on va être capable de ramener de l'amour de l'extérieur, alors que la seule machine qui produit l'amour, c'est nous-mêmes.